sont d'écrire les caractéristiques de l'épidémie et des maladies de la population mexicaine, analyser celle-ci comme déterminante du vieillissement, faire une analyse critique des particularités de ces conditions, faire du bien et pas du tort et des conclusions. Le Mexique, comme la plupart des pays occidentaux, vit une transition épidémiologique où les maladies chroniques dégénératives sont la principale charge sur notre système de santé. C'est le système proposé par le groupe de charge locale de groupe et montre comment les maladies cardiovasculaires, le diabète et les néphropathies ainsi que les maladies vasculaires cérébrales représentent près de 60% de la charge globale pour notre système de santé. Plus l'intensité du bleu, plus la contribution est importante parce qu'elle affecte un plus grand nombre de personnes et en plus une croissance ou une prévalence qui est majeure au cours des dernières années. La croissance de la charge totale de ces pathologies est le résultat de facteurs sociaux, génétiques et économiques. L'ethnicité de notre population augmente certaines de ces conditions. En plus, notre système de santé a rendu possible l'augmentation de l'espoir de vie, de l'espérance de vie, mais il s'agit de trouver un équilibre énergétique positif, mais il y a d'autres facteurs qui sont négatifs, comme les polluants, le stress et manque d'accès aux services de santé. L'histoire naturelle des maladies chroniques commence tôt dans la vie. Nous savons tous que la prévalence de l'obésité infantile au Mexique est caractéristique. Cela veut dire qu'une partie de nos adolescents et enfants ont déjà des maladies chroniques. À l'âge de 20 ans, la prévalence des niveaux bas de cholestérol HDL est parmi les plus hautes reportées chez des populations où il y a des études représentatives. Et notre population est caractéristique en ce sens. D'autres altérations et l'hypertension, et les triglycérides élevés et un haut pourcentage d'hypertension artérielle, intolérance à la glucose et au syndrome métabolique qui avant l'apparition du diabète type 2. Donc la prolongation de l'espoir de vie débouche sur une vieillesse peu saine. Nous devons donc faire la différence entre un plus grand espoir de vie et un plus grand espoir de vie fonctionnel. Mais tendance de la prévalence de l'obésité au Mexique. Et au Mexique, de 1994 à 2012, il y a eu un grand changement dans la population. L'obésité est passée de 20,9 à 32,4. La croissance de la prévalence d'obésité est montrée par groupe d'âge chez les femmes. On voit que la plus grande augmentation s'observe après les grossesses qui serait un sujet d'une santé périnatale plus importante. Comme croît l'obésité, apparaissent également les maladies chroniques relatives au syndrome. La prévalence du cholestérol HDL bas en dessous de 40 mg par décilitre est parmi les plus élevés rapportés jusqu'à présent. Il n'y a que quelques populations asiatiques qui ont plus de 60%. Dans notre population, la raison de cette prévalence est de facteurs génétiques. On a déjà parlé du transportateur HC et l'exposition au tabac, l'obésité abdominale, le style de vie sédentaire. Bref, il y a toute une série de raisons.
Et pour les maladies dégénératives, augmentation du cholestérol. Et la dernière information d'hypercholestérol est supérieure à 200 mg. Notre système ne détecte pas bien cette condition parce que seulement 8% de ceux qui ont été identifiés comme facteurs de risque pour souffrir de valeurs élevées de cholestérol, près de 80 avaient reçu dans leur vie des traitements de cholestatine, mais moins de 10% se trouvaient à l'objectif visé. Donc notre système ne détecte pas bien la possibilité de maladies cardiovasculaires. L'hypertriglycérémie est également un facteur. Nous voyons qu'en 2016, le tiers de la population avait des valeurs au-dessus de 31%. Et très peu de personnes étaient conscientes de leurs conditions. Par contre, l'hypertension artérielle est diagnostiquée chez la moitié des personnes. Ici, vous voyez la différence de 1994 à 2012. Il y a une petite augmentation. La prévalence actuelle est de 31,5% d'hypertension artérielle. Plus de la moitié des cas connaissent leur diagnostic, mais la critique en ce qui concerne l'inefficacité des traitements s'applique à l'hypertension artérielle parce que 75% étaient sous traitement pharmacologique et moins de la moitié avaient atteint les cibles de contrôle. Le syndrome métabolique comme un indicateur de maladies vasculaires, obésité, diabète, etc. Nous voyons que les Mexicains ont le syndrome métabolique qui suit ce que dit la fédération. Elle est supérieure chez les femmes, 43,7 contre 41% chez les hommes. Cette prévalence montre que le diabète type 2, le Mexique est le 7e pays qui a le plus de diabète type 2 en utilisant des critères de diagnostic médicaux. 14,4% d'adultes souffrent de diabète et la moitié ne savent même pas qu'ils souffrent de diabète. Et il en va de même que pour les risques précédents. Et pour le diabète type 2, donc une grande partie de la population n'est pas consciente de souffrir de ce diabète. Caractéristiques des maladies au Mexique. Les maladies à l'âge précoce, apparition d'un indice de masse corporelle moindre en observant d'autres populations. Certaines conditions sont plus communes et une interaction avec des maladies infectieuses comme tuberculose, influenza, etc. Les maladies chroniques sont plus fréquentes chez les populations d'origine amérindienne et c'est pourquoi nous avons certaines pathologies infectieuses qui ne sont pas encore guéries. Le docteur Gutiérrez et d'autres ont publié des données de l'ANASEM, une enquête qui a suivi une population depuis 2001. Et le graphique vous montre comment des personnes qui ont des maladies chroniques et qui en plus souffrent de maladies infectieuses ont un taux de survie moindre de 10 ans. Ce qui veut dire que l'environnement propre de l'Amérique latine permet la croissance de maladies infectieuses chroniques et avec cela la diminution d'espoir de vie et de qualité de vie. Ici, vous voyez la preuve de la contribution de l'hypertension artérielle comme déterminant d'un vieillissement peu sain.
Vous avez le tableau 4 où on a suivi une population pendant plusieurs décennies et la portion centrale de la diapo vous montre que plus il y a de pression artérielle élevée, moindre est la qualité de vie et plus est la mortalité. Vous observez les mêmes tendances pour ceux qui ont trop de cholestérol. Quand on fait l'étude de Whitehold, les chiffres augmentent. Vous voyez la contribution du tabagisme et de l'hypertension artérielle qui provoque des maladies vasculaires et des morts. Et l'exposition chronique aux maladies chroniques non transmissibles font la distinction entre les maladies et l'espoir de vie. Ceci a été réalisé et les statistiques mexicaines ont été présentées au début de ma présentation. Cet article montre l'attente de vie qui montre le changement entre 1990 et 2010 pour les sujets à divers âges. Et en plus, on analyse l'espoir de vie avec qualité libre de fragilité et limitation pour qu'il soit indépendant. La conclusion principale de cet article est qu'il y a une grande diversité dans certains pays, un gain important de vie avec qualité et par contre d'autres pays, bien qu'il y ait une amélioration de leur système de santé, il n'y a pas de changement significatif en ce qui concerne un bon vieillissement. Ici, vous voyez la comparaison entre la France et le Mexique et il y a une disparité plus grande et un meilleur espoir de vie et de meilleure qualité pour la France, aussi bien pour les hommes que pour les femmes par rapport au Mexique. Et la croissance obtenue en 2010 est plus grande pour l'espoir de vie au Mexique, mais il y a une modification de moindre qualité de vie. L'idéal est que les individus soient contrôlés pendant leur vie adulte, mais dans la pratique, beaucoup de patients arrivent au 3e âge sans un contrôle adéquat de l'hypertension et dyslipidémie. Ce qui nous fait dire que nous devons être très prudents pour réduire les risques cardiovasculaires. L'objectif de l'intervention n'est pas seulement la prévention de maladies cardiovasculaires, mais faire en sorte que l'individu soit fonctionnel. C'est pour cela qu'avant une intervention, nous devons analyser la possibilité de vie, comparer l'état chronologique et l'état fonctionnel et l'âge fonctionnel, voir la fragilité, morbidité et mortalité. Morbidité surtout, et nous devons utiliser tous les outils que nous utilisons pour prévoir les maladies cardiovasculaires et il faut faire attention, ceci n'est pas toujours très utile pour le 3e âge. Ces systèmes de prévention peuvent être très utiles à la mi-vie, mais pas nécessairement pour le 3e âge. Et là, il faut avoir d'autres outils plus précis. Il en va de même pour la fragilité, qui peuvent avoir des effets collatéraux. Et ils ont besoin de médicaments qui parfois ont des effets nocifs. Le bénéfice du traitement des dyslipidémies et de l'hypertension artérielle a été montré chez l'adulte âgé. Bien qu'il existe des études aussi solides que pour le reste de la population. Ici, on a une méta-analyse publiée en septembre de l'année dernière qui réunit toute l'information disponible sur le traitement des dyslipidémies chez l'adulte âgé. Il y a 4 méta-analyses et on conclut que l'utilisation des statines à usage modéré est une intervention utile, bien qu'on n'ait pas toujours observé des changements dans la survie. L'étude principale est l'étude Prosper qui a analysé particulièrement des personnes âgées et a démontré que cela réduit la mortalité cardiovasculaire. Les résultats de l'étude
vont donner les preuves pour intensifier les seuils de traitement que nous allons devoir appliquer pour les personnes du troisième âge. Ce que vous pouvez voir dans les autres études ont été faites dans une population ouverte, mais qui n'avait pas plus de 65 ans. Et cela a été analysé séparément et généralement, nous pouvons conclure qu'il y a une réduction de vie à cause des maladies cardiovasculaires. Ici, vous avez un guide pour l'hypercholestérolémie. Dans les cas des personnes qui reçoivent des statines et qui ont une maladie cardiovasculaire, on propose de maintenir la même dose en faisant attention aux effets secondaires. Si la personne a une maladie cardiovasculaire mais ne reçoit pas de statine, on fait une évaluation multidisciplinaire et on recommande son utilisation. Mais si le sujet a comorbidité, fragilité ou son espoir de vie est bas, et de ne pas utiliser des statines parce que ça n'aura pas de bénéfice et au contraire, cela provoquera plus de limitations fonctionnelles. À l'extrême opposé, vous avez les cas qui ont des effets adverses ou qui pourraient coexister avec des conditions qui coexistent avec les statines. Et là, il s'agit d'éviter chez les sujets fragiles les statines. Un domaine de préoccupation est quel est l'effet de ces médicaments sur les faits cognitifs. Aux États-Unis, on a réalisé des études qui montrent le déclin cognitif. Et c'est pour cela que l'information a fait qu'on a prescrit d'autres médicaments. Et dans la capacité cognitive, on n'est pas arrivé au même résultat. Les statines ont aussi une influence sur le diabète. Cet effet collatéral doit être considéré chez les personnes obèses, chez les personnes maigres où il n'y a pas de diabète dans la famille. Cette probabilité est presque nulle et ne doit donc pas être une limitante pour prescrire ces médicaments. À l'inverse, on peut proposer pour l'hypertension artérielle l'étude HIBET qui a montré une cohorte d'adultes âgés qui ont eu des diurétiques et du calcium qui réduit la mortalité, l'insuffisance cardiaque et des événements cardiovasculaires. Même l'étude a été arrêtée avant pour protéger les patients qui ont reçu un placebo. De là, on a créé une variété de guides. Je vous montre les plus utilisés, proposés par le Collège américain des cardiologues, où il n'y a pas une grande différence entre ceci et ce qu'on fait avec le reste de la population. Il s'agit surtout d'éviter hypotension posturelle et les effets collatéraux et ne pas être intensif dans les buts de traitement considérés comme cible de contrôle, 140-80 pour la majorité de la population. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut être moins conscient de l'importance de l'hypertension chez les personnes âgées. Tout ceci, de toute façon, nous devons le transformer en message à transmettre à la population et aux médecins de premier contact. Comme on l'a fait dans la première partie de ce symposium, les messages sont la modification du style de vie, adoption de pratiques d'exercice et de nourriture saine, analyser les facteurs de risque modifiables qui ont un plus grand impact sur la survie mexicaine et le régime et la détection d'hyperglycémie, hypertension artérielle sont ce qui a le plus d'impact sur la mortalité dans notre pays. Je termine en concluant avec ces trois propositions. Les maladies chroniques non transmissibles sont le principal problème au Mexique.
Les dysglycémies et l'hypertension sont déterminantes de l'espoir de vie et des années de vie saine. Le jugement clinique est le meilleur recours pour déterminer la relation coût-bénéfice du traitement hypolipidémique. Ceci permet également d'établir le traitement antihypertensif. C'est un domaine où il devra y avoir plus de recherche interdisciplinaire. Merci beaucoup.